Horreur à Red Hook par Howard Phillips Lovecraft. Quelques semaines plus tôt, au coin d'une rue du village de Pascagoula, dans le Rhode Island, un piéton, grand, puissamment bâti et de belle apparence, devint par sa conduite singulière un sujet de discussion. Il descendait, semble-t-il, la colline par la route venant de Chepachet. En arrivant dans l'artère principale de l'agglomération, où plusieurs immeubles réservés aux affaires contribuent à lui donner un air important, il avait tourné à gauche. À cet endroit, sans aucune provocation apparente, il agit d'une surprenante façon. Après avoir fixé pendant une seconde le plus grand des bâtiments, il se mit à pousser des hurlements terrifiés et hystériques, puis il détala dans une course éperdue qui se termina par une chute au carrefour suivant. Ramassé et épousseté par des mains obligeantes, il parut conscient, indemne et, de toute évidence, remis de son attaque nerveuse. Il balbutia alors quelques explications embarrassées concernant les épreuves qu'il avait subies, puis, les yeux baissés, il reprit le chemin de Chepachet sans se retourner. Il paraissait étrange qu'un incident de cette sorte survînt à un homme aussi grand, aussi robuste, à l'air aussi normal et capable. Le mystère ne fut pas élucidé par les remarques d'un témoin qui avait reconnu en lui le locataire d'un fermier des environs de Chepachet. L'homme était un détective de New York, du nom de Thomas F. Malone, en congé de longue maladie. Une maladie survenue à la suite d'une mission exceptionnelle concernant une affaire sordide qui tourna au tragique. Plusieurs très vieux bâtiments de briques s'étaient effondrés au cours d'une descente de police à laquelle il avait participé. Quelque chose dans la mort des prisonniers et de ses compagnons m'avait d'ailleurs particulièrement frappé. Lui-même éprouvait une intense horreur pour tout bâtiment qui pouvait suggérer même de loin ceux qui s'étaient écroulés, si bien que finalement, les psychiatres lui en avaient interdit la vue pendant une période indéfinie. Un médecin de la police qui possédait de la famille à Chepachet avait cité ce petit hameau de maisons coloniales de bois comme un endroit idéal de convalescence. C'est là que le détective s'était installé après avoir promis de ne jamais s'aventurer dans les rues bordées de bâtiments de briques sans en avoir reçu l'autorisation du spécialiste de Woonsocket, à qui il avait été confié. Cette promenade jusqu'à Pascagoula pour acheter des magazines avait été une erreur, et le malade avait payé cher sa désobéissance. Peur, contusion et humiliation. Les bonnes langues de Chepachet et de Pascagoula étaient au courant de tout cela, et les psychiatres les plus éminents s'étaient penchés sur son cas. Malone avait d'abord tout raconté aux spécialistes, mais il s'était arrêté en constatant qu'il se heurtait à une profonde incrédulité. Après cela, il se tint coi. Il ne protesta pas quand il fut généralement admis que la chute de quelques vieux immeubles du quartier Red Hook de Brooklyn, où avaient péri plusieurs officiers de police courageux, avait détruit son équilibre nerveux. Il avait trop travaillé, disait-on, en essayant de nettoyer ses nids de désordre et de violence. Certains éléments de l'enquête étaient déjà suffisamment frappants, et en toute conscience, la tragédie inattendue fut la goutte d'eau qui en fit déborder le vase. C'était une version édulcorée que tout le monde acceptait. Et parce que Malone n'était pas un être simple, il se rendit compte qu'il valait mieux s'en tenir là. Confier à des gens dépourvus d'imagination une horreur dépassant l'imagination humaine, telle que l'abomination de maisons, de quartiers et de villes rongées par la lèpre et le cancer, d'un mal venu des mondes anciens, eût été une provocation susceptible de le faire enfermer dans une cellule matelassée. En homme sensé, malgré son mysticisme, Malone préférait à cela un séjour campagnard. Il avait l'intuition des Celtes pour les choses étranges et cachées, mais l'œil rapide du logicien pour ce qui, extérieurement, ne lui paraissait pas convaincant. Ce mélange l'avait entraîné assez loin, au cours des 42 années de son existence, et conduit dans des endroits étranges pour un homme né dans une villa géorgienne près du parc Phoenix, et qui avait fait ses études à l'université de Dublin. À présent, lorsqu'il revoyait ses souvenirs épouvantables, Malone se félicitait de garder pour lui le secret de ce qui était capable de changer un combattant sans peur en un névrosé agité. Ce n'était pas la première fois que ces sensations bizarres restaient inexpliquées, et le fait même de s'être plongé dans les abîmes polyglottes du monde souterrain de New York n'était-il pas une lubie qui dépassait toute explication rationnelle? Comment parler aux gens prosaïques de la sorcellerie antique et de merveilles accessibles seulement aux yeux sensibles?
Comment évoquer ce chaudron empoisonné de toutes les drogues apportées par des époques redoutables qui mélangent leur venin et perpétuent leurs terreurs obscènes? Il avait vu la flamme verte infernale du mystère secret dans ces confusions braillardes et évasives d'envies extérieures et de blasphèmes intérieurs. Et il avait souri quand tous les New-Yorkais qu'il connaissait s'étaient gaussés de son récit. Ces gens cyniques avaient fait de l'esprit se moquant de lui dans sa poursuite fantastique des mystères indéchiffrables, et il l'avait assuré qu'à notre époque New York n'était plus que médiocrité et vulgarité. L'un d'entre eux avait parié une forte somme qu'il ne pourrait pas tirer un article de cette histoire pour la revue de Dublin. Écrire une histoire vraiment intéressante sur la pègre de New York. Maintenant, en réfléchissant, il sentait que l'ironie du sort avait justifié les paroles de cet augure, tout en réfutant secrètement leur signification. L'horreur qu'il avait perçue ne pouvait constituer une histoire, car, de même que le livre cité par le critique allemand de Poe, « Es lasst sich nicht lesen », elle non plus ne se laisserait pas lire. Pour Malone, le sens du mystère sous-jacent de l'existence était toujours présent. Dans sa jeunesse, il avait senti la beauté cachée et l'extase des choses, et il avait été un poète. Mais la pauvreté, le chagrin et l'exil avaient tourné son regard vers des directions plus obscures, et il avait frémi aux implantations du mal dans le monde qui l'environnait. La vie quotidienne était devenue pour lui une fantasmagorie d'ombres macabres, tantôt brûlantes de pourriture cachée dans le plus pur style de Beardsley, tantôt laissant deviner la terreur derrière les formes et les objets les plus banals, comme dans les compositions les plus subtiles de Gustave Doré. Il considérait normal que bien des gens de la plus haute intelligence se rient des mystères les plus profonds, car, pensait-il, si les esprits supérieurs étaient placés en contact direct avec les secrets préservés par les cultes anciens, les anomalies qui en résulteraient non seulement pourraient détruire le monde, mais menaceraient l'intégrité même de l'univers. Toutes ces réflexions étaient sans aucun doute morbides, mais une logique aiguë et le sens de l'humour rétablissaient la balance. Il était satisfait de laisser ces notions demeurer des visions à moitié oubliées et de pouvoir jouer avec elles. Sa crise d'hystérie ne se produisit que lorsque le devoir le plongea dans l'enfer, d'une révélation trop brutale et trop insidieuse pour qu'il pût y échapper. Il était affecté depuis quelque temps à la section de police de Butter Street, à Brooklyn, lorsque l'affaire de Red Hook éclata. Red Hook est un dédale de taudis près de l'ancien quai, en face de Governor's Island, avec des rues sales s'élevant du débarcadère jusqu'à l'endroit surélevé où les ruines de Clinton et de Court Street conduisent vers Borough Hall. Les maisons sont pour la plupart de briques datant du premier quart du XIXe siècle, et quelques-unes des allées et ruelles les plus obscures ont cette antique saveur que les conventions littéraires appellent dickensienne. La population est extrêmement variée et mystérieuse. Des éléments syriens, espagnols, italiens et noirs s'y mélangent avec ceux de la proche banlieue scandinave et américaine. C'est une tour de Babel, bruyante et malpropre, qui fait entendre d'étranges cris en réponse aux clapotis des vagues huileuses sur les pontons glissants et aux litanies monstrueuses des sifflets du port. Ici, il y a bien longtemps, le paysage était très différent. Les marins aux yeux clairs habitaient des intérieurs arrangés avec goût et parcouraient les rues que bordent les grandes maisons de la colline. On peut trouver les restes de ce bonheur ancien dans les formes de certaines constructions, la grâce de quelques églises et les preuves d'un art original dans certains détails épars. Un escalier usé, une porte abîmée et une paire de colonnes rongées par le temps, ou le fragment d'un espace jadis vert, avec une rampe de fer tordue et rouillée. Les maisons sont généralement en pierre solide, et parfois une coupole aux nombreuses fenêtres s'élève pour rappeler des jours où les familles des capitaines et des armateurs observaient la mer. De ce fouillis de putréfaction matérielle et spirituelle, les blasphèmes d'une centaine de dialectes assaillent le ciel. Des hordes de rôdeurs avancent en titubant, criant et chantant le long des rues et des allées. Des mains furtives éteignent les lumières, tirent les rideaux, et des faces basanées, marquées par le péché, disparaissent des fenêtres quand des visiteurs s'aventurent jusque-là. La police désespère d'y ramener l'ordre, et essaye plutôt d'élever des barrières pour protéger le monde extérieur de la contagion. Au bruit des patrouilles répond une sorte de silence spectral.
Les sujets appréhendés ne font jamais de confidence. Quant aux délits, ils sont aussi variés que les dialectes locaux. Ils vont de l'introduction frauduleuse du rhum et des interdits de séjour, en passant par divers stades d'illégalité et de vices obscurs, jusqu'aux meurtres et aux crimes les plus horribles. Que ces offenses à la loi ne soient pas plus fréquemment sanctionnées par la police est à mettre sur le compte de la capacité de dissimulation de cet étrange quartier. Il entre à Red Hook plus de gens qu'il n'en sort, ou du moins qu'il n'en sort par le côté qui donne sur la ville. Et ceux qui sont les moins loquaces sont ceux qui partent le plus vite. Malone trouva dans cet état de choses un vague relent de mystère plus terrible que ceux dénoncés par les prêtres et les philanthropes. Il était conscient, comme quelqu'un qui réunit l'imagination à la connaissance scientifique, que les gens d'aujourd'hui, dans les conditions spéciales, ont tendance à reprendre instinctivement dans leur vie quotidienne les schémas les plus sombres d'une sauvagerie à demi simiesque. Il avait souvent observé, avec un frisson d'anthropologue, des processions chantantes et blasphémantes de jeunes hommes aux yeux rougis et aux visages grêlés qui marchaient dans les petites heures du matin. On voyait continuellement de tels groupes, soit en faction au coin des rues, soit dans des portes cochères jouant distraitement sur des instruments à bon marché. Parfois amorphes, parfois très excités, il leur arrivait d'engager d'indécents dialogues dans les cafés de Borough Hall. Quelquefois aussi, ils conversaient à voix basse autour de vieux taxis garés près des anciennes maisons branlantes, aux volets hermétiquement clos. Cela l'effrayait et le fascinait plus qu'il n'osait le dire à ses collègues, car il croyait y voir le rituel monstrueux d'une filiation ésotérique, un plan ancien, malveillant et cryptique, tout à fait au-delà et en deçà de la masse sordide des faits, des habitudes et des lieux dont la liste était soigneusement répertoriée par la police. Ils devaient être, pensait-il, les héritiers d'une tradition primitive et choquante, les détenteurs d'un culte oublié, les officiants de cérémonies plus anciennes que l'humanité. Leur cohérence et leur précision le suggéraient, comme aussi l'ordre que l'on soupçonnait derrière les apparences de leur désordre sordide. Il n'avait pas lu pour rien des traités comme celui de Miss Hurray, le culte de la sorcellerie en Europe occidentale. Il savait que dernièrement encore certaines pratiques avaient survécu parmi les paysans et les gens sournois. Il s'agissait d'un système organisé, clandestin et terrifiant qui descendait des sombres religions antérieures au monde arien, et connu dans les légendes populaires sous le nom de messe noire et de sabbat des sorcières. Il ne supposait pas un seul instant que les vestiges infernaux de la vieille magie et des cultes asiatiques de la fertilité avaient complètement disparu, mais il se demandait souvent à quel point certains d'entre eux n'étaient pas plus anciens et plus sombres que les plus terribles légendes. Ce fut l'affaire Robert Soydam qui entraîna Malone au cœur des événements de Red Hook. Soydam était un vieil érudit descendant d'une ancienne famille hollandaise. Il vivait péniblement de ses rentes et habitait à la maison spacieuse mais mal entretenue que son grand-père avait construite à Flatbush. Ce village n'était alors qu'un groupe de maisons coloniales entourant le clocher ouvert de lierre de l'église réformée et son cimetière néerlandais clos par une rampe de fer. Dans cette demeure isolée, à l'écart de Mortensen Street, au milieu d'une cour entourée d'arbres vénérables, Soydam avait vécu en reclus volontaire pendant environ 60 ans, à l'exception d'une période de 8 années qu'il avait passée dans l'Ancien Monde. Ses moyens ne lui permettaient pas d'avoir des domestiques, et rares étaient les visiteurs admis dans sa solitude. Il recevait ses quelques relations dans l'une des 3 pièces du rez-de-chaussée qu'il gardait en état. Une vaste bibliothèque très haute de plafond dont les murs étaient couverts de livres écornés, d'un aspect pesant, archaïque et vaguement repoussant. La croissance de la ville et son absorption par le quartier de Brooklyn n'avaient eu aucune signification pour Soydam, qui avait été là, lui-même oublié par la ville. Les gens âgés le remarquaient encore dans les rues, mais pour la population plus jeune, il n'était qu'un vieil homme étrange et corpulent dont les cheveux blancs en désordre, les joues mal rasées, les vêtements noirs élimés et la canne à pomodore ne suscitaient rien de plus qu'un regard amusé. Malone ne l'avait jamais rencontré jusqu'à ce que sa mission l'amenât sur cette affaire. Il avait cependant entendu parler de lui indirectement, comme d'un expert en superstition médiévale. Un jour, il avait eu l'intention de consulter l'un de ses ouvrages sur la Kabbale et la légende de Faust dont un ami lui avait parlé. Mais l'édition était épuisée.
Soydam devint une affaire, lorsque des parents éloignés s'efforcèrent d'obtenir un jugement de la cour sur son intégrité mentale. Leur attitude sembla étrange aux gens du dehors, mais l'action ne fut vraiment entreprise qu'après une observation prolongée et des discussions pénibles. Elle était fondée sur certains changements curieux survenus dans sa façon de parler et dans ses habitudes, sur ses allusions à des choses surprenantes et sa fréquentation du voisinage malfamé de Brooklyn. Avec les années, il était devenu de plus en plus négligé de sa personne. Il errait maintenant comme un véritable mendiant. Ses amis humiliés le rencontraient de temps en temps dans les stations de métro et près des bancs proches de Borough Hall, où il conversait avec des groupes d'étrangers basanés à la mine patibulaire. Quand il ouvrait la bouche, c'était pour dire des incohérences sur de prétendus pouvoirs illimités et pour répéter avec des clins d'œil entendus des mots ou des noms mystiques comme Séphiroth, Ashmodai et Samael. L'enquête révéla qu'il gaspillait ses revenus en achetant de curieux volumes apportés de Londres et de Paris et qu'il entretenait une sordide appartement en sous-sol dans le quartier de Red Hook, où il passait pratiquement toutes ses nuits à recevoir de curieuses délégations de truands et d'étrangers. Il se célébrait là apparemment un curieux cérémonial. Les détectives chargés de le suivre rapportèrent que des cris et des chants étranges ainsi que des piétinements filtraient de ces rites nocturnes. Malgré les orgies courantes et abondantes dans ce quartier, il frissonnait au souvenir de sa sauvagerie inhabituelle qui présidait à ces rencontres. Toutefois, lorsque l'affaire fut plaidée, Soydam réussit à conserver sa liberté. Devant les juges, ses manières se firent courtoises et raisonnables. Il admit l'étrangeté de sa conduite ainsi que l'extravagance de son langage, en mettant cela sur le compte de son excessive passion pour la recherche et l'étude. Il était, confia-t-il, engagé dans un travail sur certaines particularités de la tradition européenne qui exigeait des recherches poussées sur les chants et les danses folkloriques des groupes étrangers. L'insinuation qu'une société secrète faisait pression sur lui, comme le prétendaient ses parents, était une absurdité. Elle montrait à quel point sa famille méconnaissait ses travaux. Triomphant grâce à son calme et à ses explications, il quitta le tribunal sans être inquiété. Les détectives Corlear et Van Bruns, payés par les Soydam, furent renvoyés à d'autres tâches. C'est à ce moment qu'un groupe d'inspecteurs fédéraux et de policiers, Malone étant du nombre, entra en scène. Les services officiels avaient suivi l'affaire Soydam avec intérêt, prêtant même assistance aux détectives privés. Ils avaient ainsi découvert que les nouveaux compagnons de Soydam comptaient parmi les criminels les plus endurcis des ruelles de Red Hook. Au moins un tiers d'entre eux étaient fichés et avaient commis des délits assez graves, vol, désordre sur la voie publique et immigration clandestine. En réalité, on pouvait dire sans craindre de mentir que les fréquentations du vieux savant rassemblaient les plus importants trafiquants de drogue asiatiques du quartier. Dans les bas quartiers grouillants de Parker Place, devenu célèbre depuis et où Soydam avait son logement en sous-sol, s'était développée une colonie très étrange d'individus aux yeux bridés. Ils utilisaient pour communiquer entre eux l'alphabet arabe, mais la plupart des Syriens d'Atlantic Avenue les évitaient soigneusement. On avait bien essayé de les renvoyer sous prétexte qu'ils n'étaient pas en règle, mais la loi est lente à se mouvoir et les forces de l'ordre ne s'attaquaient pas à Red Hook, sans y être contraintes par une campagne de presse ou toute autre forme de pression. Ces créatures se rendaient dans une église de pierre en ruine utilisée le mercredi comme une salle de bal et qui élevait ses contreforts gothiques près de l'endroit le plus sale du bord de mer. Elle était de confession catholique, mais les prêtres de Brooklyn ne lui reconnaissaient plus aucune authenticité depuis que les policiers avaient découvert qu'elle était la nuit le théâtre d'une étrange animation. Des notes basses et fêlées émanaient d'un orgue caché sous terre, alors que l'église était vide et obscure. Et souvent même des hurlements et des battements de tambour semblaient accompagner quelque mystérieux office. Soydam, interrogé, dit qu'il croyait que le rite était un résidu de christianisme nestorien, teinté de chamanisme du Tibet. La plupart de ces gens, supposait-il, étaient de race mongole, originaires du Kurdistan ou d'un pays voisin. Malone ne put s'empêcher de se rappeler que le Kurdistan est le pays des Yézides, derniers descendants des Perses, adorateurs du diable. L'enquête révéla également que les immigrants clandestins entraient à Red Hook en nombre toujours croissant. Ils arrivaient grâce à la complicité de matelots à échapper aux inspecteurs de police chargés de la surveillance.
Ils se répandaient dans Parker Place et s'installaient sur la colline où ils étaient accueillis fraternellement par d'autres curieux individus. Leurs silhouettes, trapues et grotesquement affublées de vêtements américains criards, apparurent de plus en plus nombreuses parmi les natifs et les gangsters nomades de la section de Barrow Hall, jusqu'à ce que, enfin, il fut nécessaire de les recenser, de les rassembler et de les livrer aux autorités fédérales et à la police de la ville. Les méthodes policières sont variées et ingénieuses. Malone, grâce à des promenades discrètes, à des conversations anodines, à des offres opportunes de rasades d'alcool et à des entrevues judicieuses avec des prisonniers effrayés, a pris un certain nombre de faits au sujet de ce curieux et menaçant mouvement. Les nouveaux arrivants étaient bien des Kurdes. Ils parlaient un dialecte obscur qui est resté une énigme pour la philologie. Ceux qui travaillent étaient en majorité des manœuvres sur les docks, colporteurs sans licence, serveurs dans les restaurants grecs ou crieurs de journaux. Comme la plupart d'entre eux n'avaient pas de revenus déclarés, ils se trouvaient forcément impliqués dans des entreprises malhonnêtes, parmi lesquelles la fraude et le vol étaient les délits les moins graves. Ils étaient arrivés ici dans des bateaux à vapeur et des cargos de toutes sortes. Débarqués en cachette les nuits sans lune, ils montaient à bord de pinasses amarrées à un certain quai et empruntaient un canal caché qui menait à un mouillage souterrain et secret, juste sous une maison. Malone ne put localiser ni ce quai, ni ce canal, ni cette maison, car les souvenirs de ces indicateurs étaient extrêmement confus et leurs explications incompréhensibles, même pour les interprètes les plus chevronnés. Il n'eut pas plus de succès en cherchant à savoir quelles étaient les raisons de cette importation systématique. Les hommes taisaient prudemment l'endroit exact d'où ils venaient, tout comme ils cachaient la façon dont ils avaient été touchés par l'organisation qui les avait amenés jusqu'ici. La seule chose qu'il remarqua, c'est que plus il insistait pour connaître le but de leur présence, plus ces singuliers individus semblaient pris de panique. Les gangsters, d'autres héritages, étaient également réticents. Tout ce que l'on put savoir, c'est qu'un dieu ou un grand prêtre leur avait promis des pouvoirs inouïs, une puissance surnaturelle, et la domination d'un étrange pays. La présence des nouveaux venus et des vieux malfaiteurs aux réunions nocturnes de Saïdam était attentivement surveillée par la police, qui apprit bientôt que le vieil original avait dû louer des appartements supplémentaires pour y loger tous les invités qui connaissaient son mot de passe. Il occupait ainsi 3 maisons entières et hébergeait en permanence bon nombre de compagnons bizarres. Robert Saïdam passait maintenant de moins en moins de temps dans sa maison de Flatbush. Il ne s'y rendait apparemment que pour y prendre des livres. Son visage et ses manières avaient atteint un stade alarmant de sauvagerie. Malone l'interrogea 2 fois, mais à chaque fois il se heurta à un mur de silence. L'homme prétendait tout ignorer de ses complots ou mouvements mystérieux. Il n'avait aucune idée de la façon dont les Kurdes avaient débarqué, ni de ce qu'ils voulaient. Son travail consistait à étudier tranquillement le folklore de tous les immigrants du quartier, travail où la police n'avait légitimement rien à voir. Malone profita de sa visite pour faire part à Saïdam de son admiration pour la vieille brochure qu'il avait écrite jadis sur la Kabbale et autres mythes. Mais le vieil homme ne se radoucit pas pour autant. Il sentait une intrusion et conduisit fermement son visiteur. Le détective, dégoûté, abandonna la partie et se tourna vers d'autres sources d'informations. Ce que Malone aurait découvert s'il avait pu travailler en permanence sur cette affaire, personne ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, un stupide conflit entre les autorités fédérales et celles de la ville interrompit l'enquête pendant plusieurs mois, et l'inspecteur fut occupé à d'autres tâches. Mais même de loin, il continua de s'intéresser à cette curieuse affaire. Il ne manqua pas d'être surpris pendant la période d'enlèvement qui bouleversa New York en apprenant que le savant jusqu'alors si négligé de sa personne s'était complètement métamorphosé. Un beau jour, on le vit à Barrow Hall, avec le visage rasé, les cheveux coupés et un costume impeccable. Chaque jour qui suivit, on put remarquer une amélioration. Son regard se fit plus éclatant, son langage plus brillant, et il perdit peu à peu la corpulence qui l'avait déformé pendant si longtemps. Maintenant, on lui donnait fréquemment moins que son âge. Sa démarche était souple, ses gestes vifs, et il semblait avoir retrouvé une seconde jeunesse, car ses cheveux devinrent curieusement plus foncés sans rien qui suggérât la teinture. Au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, il s'habillait d'une façon de moins en moins désuète, et pour finir, il surprit ses nouveaux amis
en rénovant et en redécorant sa propriété de Flatbush, qu'il utilisa pour une série de réceptions où il invita toutes ses connaissances. Sans oublier ses lointains parents qui avaient récemment essayé de le faire interner. Certains vinrent par curiosité, d'autres par devoir, mais tous furent charmés par la grâce et la civilité de l'ancien ermite. Il avait, dit-il, accompli la plus grande partie du travail qui lui incombait, et comme il venait justement d'hériter d'un vieil ami d'Europe, il allait pouvoir terminer sa tâche et passer le temps qui lui restait à vivre sans souci. On le vit de moins en moins à Red Hook, et de plus en plus dans la société à laquelle il appartenait par sa naissance. La police nota que les gangsters organisèrent de fréquentes réunions dans la vieille église de pierre qui faisait salle de bal, mais qu'il semblait délaisser l'appartement en sous-sol de Parker Place, quoique ce lieu et ses annexes fussent toujours hantés par d'étranges et sordides créatures. Puis 2 incidents se produisirent, fort éloignés l'un de l'autre, il est vrai, mais tous deux présentaient aux yeux de Malone un grand intérêt pour l'affaire. L'un fut l'annonce discrète dans le journal Eagle des fiançailles de Robert Soydam et de Miss Cornelia Gerritsen de Bayside, une jeune femme d'un excellent milieu et parente éloignée de son futur époux. Et l'autre fut la descente de police effectuée dans l'église à la suite de rumeurs selon lesquelles on avait vu le visage d'un des enfants kidnappés à une fenêtre du sous-sol. Malone participait à cette descente. Il inspecta l'endroit avec beaucoup d'attention mais ne trouva rien. En fait, le bâtiment était complètement désert lorsqu'il fut investi. Pourtant, le détective fut vaguement troublé par ce qu'il découvrit à l'intérieur. Il y avait surtout des panneaux grossièrement peints qui ne lui disaient rien de bon. Ces panneaux représentaient des visages sacrés avec des expressions sardoniques, bizarrement terrestres. Il n'apprécia pas non plus l'inscription grecque sur le mur, au-dessus du pupitre. C'était une ancienne incantation qu'il avait un jour découverte quand il était encore étudiant à Dublin, et qui, une fois traduite, donnait ceci. « Ô ami et compagnon nocturne, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, toi qui erres parmi les ombres entre les tombes, toi qui te délectes du sang et sèmes la terreur chez les mortels, Gorgo, Mormont, lune aux 1000 visages, accepte nos sacrifices favorablement. » Après avoir lu cela, il frissonna et pensa vaguement à l'orgue aux notes basses et fêlées qui avait été entendu sous l'église certains soirs. Il frissonna à nouveau en voyant de la rouille sur le bord d'un bassin de métal près de l'autel, et s'interrompit nerveusement lorsque ses narines crurent déceler une odeur étrange et macabre, non loin de lui. Le souvenir de cet orgue le hantait. Avant de partir, il explora la cave avec la plus grande attention, mais n'y trouva rien. Ce lieu était particulièrement odieux. Au moment du mariage de Soydam, la vague d'enlèvement était devenue un scandale dans la presse. La plupart des victimes étaient des enfants issus des classes sociales défavorisées, et le nombre croissant des disparitions avait déclenché un sentiment de colère violente. Les journaux réclamaient une action de la police et, une fois de plus, le poste de Butter Street envoya ses hommes à Red Hook pour y trouver des indices et des preuves susceptibles de faire arrêter ces criminels. Malone fut content d'être de nouveau sur la piste et se félicita d'avoir à effectuer un raid dans l'une des maisons de Soydam à Parker Place. On n'y retrouva toutefois aucun des enfants volés, malgré les rumeurs de cris et une écharpe rouge ayant appartenu à l'un d'entre eux qu'on trouva dans le voisinage. Pourtant, les peintures et les inscriptions grossières qui ornaient les murs en ruine de la plupart des pièces convainquirent le détective qu'il était sur la piste de quelque chose d'extraordinaire. Les peintures étaient effrayantes. Elles représentaient des monstres hideux de toutes formes et de toutes tailles, et des parodies de silhouettes humaines impossibles à décrire. Les inscriptions étaient en rouge et comportaient des caractères arabes, grecs, latins et hébraïques. Malone put déchiffrer la plupart d'entre elles, mais ce qu'il réussit à lire était en une sorte de grec ancien hébraïsé, et suggérait la plus terrible des invocations au diable de l'époque de la décadence alexandrine. Hel, Elohim, Soter, Emanvel, Saboth, Agla, Tetragrammaton, Agiros, Othéos, Iskyros, Athanatos, Yehovah,
Adonai, Sadai, Homonion, Messias, Eschereye. Des cercles et des pentacles apparaissaient et révélaient sans aucun doute les étranges croyances et les inclinations de ceux qui habitaient ces sordides endroits. Puis dans la cave on découvrit quelque chose de très bizarre. Une pile de lingots d'or recouverte négligemment d'un morceau de toile. La surface brillante portait des hiéroglyphes étranges, semblables à ceux qui ornaient les murs. Pendant le raid, les policiers ne rencontrèrent qu'une résistance passive des orientaux qui jaillissait de toutes les portes. Ne trouvant rien qui pût constituer une preuve, ils quittèrent les lieux. Le commissaire du quartier écrivit à Soydam pour lui conseiller de faire plus attention à ses locataires et à ses protégés, car la rumeur publique grandissait. Puis il y eut le mariage, en juin, immédiatement suivi de l'affaire à sensation. Flatbush nageait ce matin-là dans l'euphorie. Des voitures décorées encombraient les rues proches de la vieille église hollandaise, ornée d'un dais allant du portail jusqu'à la chaussée. Aucun événement local ne surpassa le mariage Soydam-Gerritsen en pompe et en faste. Le nom de ceux qui accompagnèrent les époux jusqu'au quai d'embarquement, s'ils n'étaient pas parmi les plus célèbres, n'en figurait pas moins au bottin mondain. À 17h, on agita les mouchoirs et le lourd transatlantique commença à glisser le long de l'embarcadère, tourna lentement le nez vers l'océan, se détacha de son remorqueur et se dirigea vers les vastes espaces marins qui conduisent aux merveilles de l'ancien monde. À la nuit, le bateau était sorti du port et les passagers attardés sur le pont contemplaient les étoiles qui se reflétaient sur l'océan sans rides. Personne ne pourra dire si c'est le cargo ou le cri qui attira en premier l'attention. Probablement les deux événements se produisirent-ils en même temps, mais il est inutile de se perdre en conjectures. Le cri s'échappa de la cabine de Soydam, et le steward qui enfonça la porte aurait pu raconter des choses horribles, s'il n'était pas devenu fou. Quoi qu'il en soit, il hurla encore plus fort que les victimes, et ensuite se mit à parcourir le bateau en geignant faiblement, jusqu'à ce qu'on le maîtrisât et qu'on le mit au fer. Le docteur du bord, qui entra dans la cabine et alluma un instant plus tard, ne perdit pas la raison, mais ne raconta à personne ce qu'il avait vu. Bien après ces événements, il les confia tout de même à Malone, lorsqu'il entra en relation avec lui à Chepachet. Il y avait eu un meurtre, strangulation, mais il est nécessaire de dire que la marque de griffe sur la gorge de Madame Soydam ne pouvait pas avoir été laissée par son mari ni par une main humaine. Sur le mur blanc de la cabine, un mot en lettres de feu brilla pendant quelques instants, mot qui, répété de mémoire, semblait se rapprocher des sinistres lettres chaldéennes composant le vocable Lilith. Toutes ces choses, cependant, disparurent très vite. Quant à Soydam, on dut tout d'abord interdire l'entrée de sa cabine pour essayer de se faire une idée de ce qui s'était passé. Mais le docteur affirma à Malone qu'il ne l'avait pas vu. En effet, lorsqu'il avait pénétré sur les lieux du crime, le hublot ouvert avait été caché à sa vue, avant qu'il n'eût allumé, par une certaine phosphorescence. Pendant un instant, il crut entendre dans la nuit au dehors l'écho lointain d'un ricanement diabolique étouffé, sans toutefois apercevoir aucune forme distincte. Il était certain de ce qu'il avançait, et n'en voulait comme preuve qu'il était toujours parfaitement sain d'esprit. C'est alors que le cargo attira l'attention. Une barque passa au large et une horde de brigands basanés et insolents en uniforme d'officier envahit le bateau qui s'était provisoirement immobilisé. Ces hommes exigèrent Soydam ou son corps. Ils étaient au courant de son voyage et pour certaines raisons ils savaient qu'il allait mourir. Le pont du capitaine ressemblait à un vrai pandémonium. Entre le rapport du docteur sur la cabine et les exigences de l'équipage du cargo, même le marin le plus sage et le plus calme ne savait plus que penser. Tout à coup, le chef de la bande, un arabe avec une bouche horrible, produisit un papier sale et froissé qu'il tendit au capitaine. C'était un singulier message, signé de Robert Soydam. En cas de mort soudaine ou d'accident inexpliqué, prière de me remettre sans poser de questions, moi ou mon corps, entre les mains du porteur de cette missive. Tout pour moi et peut-être pour vous dépend du respect absolu de ces conditions. Les explications viendront plus tard. Ne me faites pas défaut en cette occasion. Robert Soydam. Le capitaine et le docteur échangèrent un regard et ce dernier murmura quelque chose à l'oreille du premier.
Finalement, ils obtempérèrent à cette demande et conduisirent leurs hôtes indésirables dans la cabine du drame. Le docteur évita le regard du capitaine tandis qu'il déverrouilla la porte. Il laissa entrer les curieux marins et attendit, inquiet, qu'ils ressortissent avec le fardeau. Le corps qui avait été soigneusement préparé était enveloppé dans des draps qui le dissimulaient au regard des curieux. Les hommes le firent passer par-dessus bord et l'emportèrent dans leur embarcation. Le bateau se remit en marche. Le docteur ainsi qu'un envoyé des services funèbres du bateau arrangèrent la cabine des Suydam et rendirent les derniers devoirs à la morte. Une fois encore, le médecin fut obligé de se montrer réticent dans ses explications et de cacher la vérité. Quand l'homme des pompes funèbres lui demanda pourquoi il avait entièrement vidé Madame Suydam de son sang, il omit de répondre qu'il n'en était rien, pas plus qu'il ne fit remarquer la place vacante sur l'étagère à l'endroit réservé aux médicaments, ni l'odeur dans l'évier qui révélait ce qu'on avait fait du contenu originel des flacons. Pourtant, il avait bien remarqué que les poches de ces hommes, si c'étaient des hommes, étaient bizarrement gonflées quand ils avaient quitté le navire. 2 heures plus tard, le monde entier par radio savait tout ce qu'il fallait savoir sur cette horrible affaire. Ce même soir de juin, sans avoir eu vent de ce qui s'était passé en mer, Malone était en mission dans les ruelles de Red Hook. Une agitation soudaine s'était emparée de l'endroit. Les hommes avaient été convoqués par téléphone arabe ou quelque chose de ce genre. Ils s'étaient rassemblés autour de l'église et des maisons de Parker Place, comme s'ils attendaient quelque chose. 3 enfants venaient de disparaître, des petits Norvégiens aux yeux bleus, des rues voisines de Gowanus, et le bruit courait que de vigoureux vikings du quartier étaient prêts à faire justice eux-mêmes. Depuis des semaines, Malone avait exhorté ses collègues à entreprendre un nettoyage général du quartier. Impressionnés par cet élément nouveau qui parlait plus à leur bon sens que les descriptions d'un rêveur de Dublin, les policiers s'étaient mis d'accord pour frapper un grand coup. L'agitation et l'ambiance de cette soirée furent le facteur décisif qui détermina leur action. À minuit, un commando formé de 3 postes de police fit irruption dans Parker Place et ses environs. Des portes furent enfoncées et des traînards arrêtés. Les pièces éclairées à la bougie vomirent une foule incroyable, composée d'étrangers en robes bariolées, mitres et autres accoutrements inexplicables. Dans la mêlée, on perdit beaucoup de choses, car des objets furent lancés dans des puits et des odeurs révélatrices furent étouffées par la combustion soudaine d'encens au parfum très pénétrant. Mais il y avait des éclaboussures de sang partout, et Malone frissonnait chaque fois qu'il approchait d'un brasier ou d'un hôtel encore fumant. Il voulait voir plusieurs endroits immédiatement, mais il donna d'abord la préférence à l'appartement en sous-sol de Suydam. Un messager lui avait appris que l'église en ruine était complètement vide. L'appartement, pensa-t-il, lui révélerait sans doute des traces du culte dont le savant en sciences occultes était de toute évidence devenu le chef. Plein d'espoir, il fouilla les pièces moisies, notant leur odeur vaguement charnelle. Il examina les curieux livres, les instruments, les lingots d'or et les bouteilles aux bouchons de verre éparpillés sur le sol. Soudain, un chat efflanqué, noir et blanc, se glissa entre ses jambes et le fit trébucher, renversant en même temps une cornue à moitié pleine d'un liquide rouge. Le choc qu'il en éprouva fut intense et aujourd'hui encore, Malone n'est pas certain de ce qu'il a vu. Mais dans ses rêves, il revoit encore ce chat déguerpir avec des malformations monstrueuses. Puis il découvrit une porte fermée à clé et chercha quelque chose pour l'enfoncer. Un lourd tabouret se trouvait à proximité, et c'était plus que suffisant pour les vieux panneaux de bois. Une fente se produisit et s'élargit, et enfin la porte céda. Un tourbillon hurlant de vent glacial jaillit de l'abîme, portant avec lui toutes les odeurs d'un gouffre sans fond. Une force aspirante qui ne venait ni du ciel ni de la terre enveloppa le détective paralysé et l'entraîna par l'ouverture béante dans des espaces incommensurables remplis de chuchotements, de plaintes et de ricanements moqueurs. Bien sûr, c'était un cauchemar. Tous les spécialistes le lui ont affirmé, et il n'a jamais pu prouver le contraire. Et d'ailleurs, il aurait préféré qu'il en fût ainsi, car alors le spectacle des vieux taudis de briques et de sombres visages étrangers ne lui rongerait pas l'esprit de cette manière. Mais à ce moment-là, il ne rêvait pas, et rien n'effacerait jamais le souvenir des cryptes obscures, des arcades titanesques, des silhouettes difformes et infernales, qui avançaient à grands pas en serrant contre elles des choses à moitié dévorées, dont les fragments encore vivants imploraient pitié ou riaient sataniquement.
Des odeurs d'encens et de putréfaction se joignaient dans un mélange nauséeux. Dans l'air noir se mouvaient au sein d'une masse nébuleuse à demi visible des éléments sans forme dotés d'yeux. Quelque part, une eau sombre et poisseuse clapotait contre des quais d'onyx. À un moment, le tintement tremblant de petites cloches résonna pour saluer le ricanement fou d'une créature nue et phosphorescente. Celle-ci nagea en direction du bord, se glissa jusqu'à la rive, rampa et grimpa pour s'accroupir avec un air sardonique à l'arrière-plan, sur un piédestal doré et sculpté. Des avenues noires et sans fin semblaient rayonner dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'on s'aperçût enfin que l'on se trouvait aux sources mêmes d'une lèpre destinée à frapper et à engloutir les cités et les nations. Le mal cosmique avait pénétré ici et s'était nourri de rites impies. Il avait commencé sa sinistre marche macabre qui devait nous réduire tous à l'état de monstres couverts de moisissures, trop hideux même pour mériter une sépulture. C'est là que Satan tenait sa cour babylonienne, et c'est dans le sang des enfants innocents que les membres lépreux de la phosphorescente Lilith étaient lavés. Des incubes et des succubes hurlaient les louanges de Hécate, tandis que des agneaux sans tête adressaient leurs bêlements à la Magna Mater. Les chèvres sautaient au son de petites flûtes aiguës et les égipanes couraient sans trêve avec des faunes déformées sur des rochers bosselés comme des crapauds enflés. Moloch et Astaroth n'étaient pas absents, car dans cette quintessence de toutes les damnations, les limites de la conscience étaient abolies, et l'imagination de l'homme se donnait libre cours dans tous les domaines de l'horreur et dans toutes les dimensions interdites que le mal avait le pouvoir de créer. Le monde et la nature étaient impuissants contre de tels assauts, surgis des puits décellés de la nuit, et aucun signe ni aucune prière ne pouvait faire échec à cette vague d'abomination. Soudain, un rayon de lumière apparut au milieu de ces fantasmes, et Malone entendit un bruit de rames parmi les blasphèmes, de choses qui auraient dû être mortes. Un bateau avec une lanterne à la proue apparut. Après que l'on eut amarré à l'anneau de fer du quai, il vomit plusieurs hommes sombres portant un grand fardeau enveloppé de draps qu'ils portèrent jusqu'à la forme nue et phosphorescente sur le piédestal sculpté et doré. La chose ricana et lança des coups de patte sur le drap. Puis les hommes le rabattirent et soutinrent devant le piédestal le cadavre gangréné d'un vieil homme corpulent, aux joues non rasées et aux cheveux blancs en broussailles. La chose phosphorescente ricana de nouveau. Les hommes sortirent alors des bouteilles de leurs poches et badigeonnèrent de rouge les pieds, après quoi ils donnèrent les bouteilles à boire à la chose. Tout à coup, venu des arcades de l'avenue illimitée, on entendit le son démoniaque d'un orgue impie, qui dans un grondement fit résonner les rires de l'enfer de ses notes basses et fêlées. En un instant, chacune des entités mouvantes fut électrisée. Elles formèrent immédiatement une procession cérémoniale, puis la horde cauchemardesque se mit à glisser au son de cette étrange musique. Chèvres, satyres, égypans, incubes, succubes, lémures, crapauds tordus, chiens hurlants et éléments sans forme. Tous conduits par l'abominable chose phosphorescente et nue qui avançait maintenant à grands pas, insolemment, portant dans ses bras le cadavre aux yeux creux du vieil homme. Les étranges hommes basanés dansaient à l'arrière du cortège, et toute la colonne sautait et bondissait dans une folie dionysiaque. Malone trébuchait loin derrière eux en proie au délire, se demandant dans quel monde il se trouvait. Enfin, il s'effondra sur la pierre froide et humide, haletant et frissonnant, tandis que l'orgue démoniaque diminuait d'intensité, et que les épouvantables hurlements de la procession insensée disparaissaient peu à peu. Il était encore vaguement conscient de chants horribles et de croassements ignobles dans le lointain. De temps en temps, un gémissement ou un hurlement de dévotion cérémoniale parvenait jusqu'à lui. Lorsque s'éleva d'un seul coup l'épouvantable incantation grecque, dont il avait vu le texte au-dessus du pupitre de l'église en ruine. Ô ami et compagnon nocturne, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, toi qui erres parmi les ombres entre les lombres, qui te délectes du sang et sème la terreur chez les mortels, Gorgo,
Mormont, lune aux 1000 visages, accepte nos sacrifices favorablement. Tandis que s'achevait l'incantation, un cri général s'éleva et des sifflements couvrirent presque les sons de l'orgue fêlé. Puis un soupir s'échappa des gorges sans nombre et ces quelques mots furent aboyés et bêlés. Lilith, grande Lilith, regarde le marié. Les cris s'intensifièrent. On entendit le bruit d'une lutte et les pas rapides d'une silhouette qui courait. Le son se rapprocha et Malone se dressa sur son coude pour voir. La luminosité de la crypte, après avoir diminué, augmentait à présent. C'est alors qu'apparut dans un halo démoniaque la forme fuyante de ce qui n'aurait nu ni courir, ni sentir, ni respirer. Le cadavre gangréné du vieil homme corpulent aux yeux vitreux. Derrière lui courait la chose nue, phosphorescente et ricanante, et encore plus loin derrière on pouvait voir s'essouffler des hommes à la peau sombre, ainsi que la redoutable foule des profondeurs malodorantes. Le cadavre prenait de l'avance sur ses poursuivants et semblait se concentrer sur un but précis. Des piédestals dorés sculptés dont l'importance nécromantique était apparemment très grande. Encore un moment et il allait réussir. Dans un dernier sursaut d'énergie, Robert Suydam, le cadavre aux yeux fixes, atteignit son but et triompha. L'effort avait été énorme, mais il avait tenu bon. Maintenant, sa carcasse, après s'être écroulée sur le sol, se transformait en un tas gélatineux de pourriture. Le piédestal qu'il avait poussé dans sa chute vacilla et plongea dans les eaux épaisses toutes proches, en faisant jaillir une dernière lueur d'or sculpté, tandis qu'il s'enfonçait lourdement dans les golfes insondables du Tartare profond. À cet instant également, toute cette scène d'horreur disparut aux yeux de Malone. Il perdit connaissance au milieu d'un grondement de tonnerre qui sembla ensevelir tout l'univers du mal. Le rêve de Malone eut lieu avant qu'il eût appris la mort de Robert Suydam, et ce rêve, curieusement, se trouva complété par plusieurs faits aussi réels qu'étranges. Les 3 vieilles maisons de Parker Place pourries depuis longtemps s'effondrèrent sans raison apparente alors que la moitié des policiers et la plupart des prisonniers étaient à l'intérieur. Un grand nombre d'entre eux furent tués sur le coup. Il y eut quelques rescapés dans le sous-sol et les caves, et Malone était de ce nombre. Il se trouvait juste au-dessous de la maison de Robert Suydam. Cela, personne n'est disposé à le nier, car on le retrouva inconscient au bord d'une mare noire à côté d'un enchevêtrement de chair pourrie et d'ossements, que l'on identifia grâce à une prothèse dentaire comme étant le corps de Suydam. L'affaire était simple. C'était là en effet que le canal souterrain des contrebandiers aboutissait. On pensa donc que les hommes n'avaient pris Suydam sur le bateau que pour le ramener chez lui. Les policiers en conclurent que Suydam était de toute évidence le chef d'une organisation d'immigrants clandestins. Quant au docteur, les explications de la police ne le satisfirent pas, mais il n'insista pas non plus. Les détectives remarquèrent encore qu'un tunnel clandestin reliait la fatale maison à une crypte située sous l'église. Cette crypte n'était accessible que par un étroit passage secret creusé dans le mur nord de l'église. Une fois dans la pièce, ils firent des trouvailles effrayantes. L'orgue fêlé était là, ainsi qu'une vaste chapelle voûtée avec des bancs de bois et un autel de forme curieuse. Les murs contenaient de petites cellules et dans 17 d'entre elles, on trouva, et c'est horrible à dire, des prisonniers solitaires, enchaînés, dans un état d'idiotie totale, parmi lesquels 4 mères avec leurs enfants. Les enfants moururent peu après avoir été exposés à la lumière, et les docteurs affirmèrent que c'était ce qui pouvait leur arriver de mieux. Avant de boucher les canaux, on les draina avec soin, et on y trouva une quantité prodigieuse d'ossements brisés de toute taille. Il était clair que l'épidémie d'enlèvement avait eu son épicentre sous cette maison, mais seuls 2 des prisonniers survivants purent être impliqués légalement dans cette affaire. Quant au piédestal sculpté et doré, si souvent mentionné par Malone comme étant de la plus haute importance au culte, il ne fut jamais retrouvé. On nota seulement qu'il y avait un endroit sous la maison de Suydam où le canal s'enfonçait dans un puits très profond, impossible à draguer. On le barra à une extrémité et on le cimenta à l'autre lorsque les caves des nouvelles maisons furent construites. La police, satisfaite d'avoir détruit un dangereux gang de fous et de contrebandiers, remit également tous les cures de suspects non condamnés entre les mains de la police fédérale.
Avant de les déporter, on découvrit sans erreur possible qu'ils appartenaient au clan Yézidi, des adorateurs du diable. Le cargo et son équipage demeurèrent un mystère, mais des détectives désabusés sont prêts à le traquer où qu'il se trouve pour l'empêcher de continuer sa tâche nuisible. Malone pense que ces policiers cyniques font preuve d'un manque évident d'imagination et qu'ils ne trouveront pas plus le bateau fantôme que des explications concrètes à cette affaire. Il est tout aussi amer à l'égard de la presse, qui n'a vu là que la matière à sensations morbides. Les journalistes se sont contentés d'évoquer un culte sadique mineur qu'ils auraient pu nommer l'horreur du cœur même de l'univers. Malone est content de pouvoir se reposer maintenant à Chepachet. Il attend dans le calme que ses nerfs se soient détendus et que le temps transforme graduellement sa terrible expérience du royaume de la réalité en celle d'un lointain pittoresque et semi-mythique. Robert Soydam repose près de son épouse dans le cimetière de Greenwood. Aucune cérémonie funèbre ne fut célébrée sur ces étranges dépouilles. Les parents sont reconnaissants de l'oubli rapide dans lequel toute l'affaire sombra. Il n'a jamais été d'ailleurs légalement prouvé qu'il y ait eu une relation entre le savant et les atrocités commises à Red Hook. La mort du vieil homme éteignit l'action judiciaire et sa propre fin est rarement évoquée. Mais Soydam espère que la postérité ne se souviendra de lui que comme d'un original, solitaire, occupé de magie inoffensive et de folklore. À Red Hook, c'est toujours pareil. Soydam est venu et parti. La peur qui s'était installée dans le quartier est revenue après avoir disparu. L'esprit du mal et du sordide continue de planer sur les vieilles maisons de briques, et des bandes de rôdeurs paradent encore devant les fenêtres où des lueurs et des visages tordus apparaissent et disparaissent. L'horreur vieille comme le monde est comme une hydre aux 1000 têtes, et les cultes de la nuit sont enracinés profondément. L'âme de la bête est omniprésente. Les habitants de Red Hook, aux yeux rougis, au visage grêlé, chantent, jurent et hurlent, tandis que se faufilent de gouffre en gouffre. Personne ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Comme auparavant, il entre plus de gens à Red Hook qu'il n'en sort. On murmure que de nouveaux canaux conduisent sous terre et certains centres de trafic d'alcool, et d'autres choses moins faciles à mentionner. L'église est maintenant une salle de bal. D'étranges visages apparaissent la nuit aux fenêtres. Dernièrement, un policier a laissé entendre que la crypte murée avait été creusée de nouveau pour un but indéterminé. Qui sommes-nous pour combattre ces poisons plus anciens que l'histoire ou l'humanité? Malone ne frissonne pas sans raison, car pas plus tard que l'autre jour, un officier a surpris une vieille sorcière aux yeux bridés qui enseignait à un petit enfant quelques chuchotements en patois. Ô ami et compagnon nocturne, toi qui te réjouis des hurlements des chiens et du sang versé, toi qui erres parmi les ombres entre les tombes, toi qui te délectes du sang et sèmes la terreur chez les mortels, Gorgo, Mormo, lune aux 1000 visages, accepte nos sacrifices favorablement.